Bonjour, c'est un plaisir de vous voir. J'adore parler de l'Argentine, j'adore en parler avec Nathalie. On fait bonne équipe depuis presque 2 ans maintenant, enfin un peu même avant l'arrivée de Milei, et donc on publie une tribune de temps en temps. Alors je commence par vous présenter mes excuses, je l'ai fait la dernière fois. J'ai vécu 35 ans aux États-Unis, et puis après 35 années d'interventionnisme, de socialisme, de redistribution, je me suis dit qu'il était temps de rentrer en France. Le pays de la liberté. Et le pays de la liberté, et ben, j'ai été mal informé. Mais de temps en temps, il est possible qu'un méchant anglicisme s'insère dans la langue de Molière, et je vous présente tout de suite mes excuses si c'est le cas. Alors, je vais vous parler de Milei et de l'Argentine, mais en fait, on ne va pas parler de Milei et de l'Argentine avec Nathalie, on va vous donner un subtil cours d'économie. Voilà. Le prix Nobel d'économie pour la Public Choice, James Buchanan, dont j'imagine que vous avez tous entendu parler, disait toujours que chaque professeur d'économie n'enseigne qu'un seul cours, sa spécialité appliquée à X ou Y chose. Donc, ça m'est arrivé aussi, j'ai dû donner un cours de commerce international et de finance internationale, chose auxquelles je ne connais rien et qui ne m'intéresse pas vraiment. Alors j'ai parlé des institutions du commerce international et de la finance internationale. Quand on parle de l'Argentine, eh ben, je vais parler aujourd'hui des institutions. Et donc on s'est un petit peu divisé les tâches avec Nathalie, enfin c'est complètement divisé les tâches avec Nathalie, et on répète un petit peu, je l'avoue, mais ça fait rien, c'est comme ça qu'on devient meilleur. L'intervention qu'on a donnée il y a un mois à peu près pour les Panthères roses, et ça s'est bien goupillé parce que moi je vais vous faire un cours d'histoire de 1500 à 2023 à peu près en 25-30 minutes à peu près. Mais ce n'est pas un cours d'histoire, c'est un cours d'histoire des institutions et pourquoi les institutions sont importantes. Je vais parler des institutions, je vais parler de la liberté économique, je vais parler de l'entrepreneuriat et pourquoi l'Argentine a connu la splendeur et la misère au fil de 400-500 ans. Et c'est une histoire institutionnelle. Ce qui va permettre ensuite à Nathalie de reprendre en décembre 2023, il y a un an justement, quand Javier Milei a pris le pouvoir en Argentine, et Nathalie va vous raconter le côté macroéconomique, le côté microéconomique, le côté régulatoire de l'histoire. Donc je suis professeur, s'il est sorti une bonne chose de notre ami Covid, c'est qu'on peut maintenant télétravailler, la culture a changé, donc je suis professeur en Espagne, tout en vivant à Paris. Et je croule sous les copies de mes étudiants de master ces jours-ci, donc c'est un plaisir d'être avec vous et de parler avec des êtres humains plutôt qu'avec des copies. Ils sont tous bons, mais il y en a un peu trop. Je suis aussi chercheur associé au American Institute for Economic Research, qui est à 2 heures à peu près à l'ouest de Boston, au Massachusetts. Donc je publie surtout sur la liberté économique, justement. Et c'est la première fois que j'ose prendre ce titre. Je suis membre aussi de l'IREF Academy. Yes. Donc, un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à Pierre. Pierre, ça fait presque 25 ans qu'on se connaît, parce qu'il y a 25 ans, j'allais dire, je lui ai donné des sous, mais c'est pas moi, c'est la fondation Templeton qui avait soutenu le travail de Pierre pour avancer la liberté. J'étais un tout jeune exilé, ex-fonctionnaire américain. J'avais été diplomate pendant 3 ans et j'avais été complètement dégoûté par l'administration américaine. Vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça fait. Enfin, et donc, je suis allé travailler pour la fondation Atlas, qui travaille avec IES Europe, IREF, etc. Et j'avais la charge très agréable de donner des fonds, d'envoyer des fonds à des professeurs à travers le monde. Et c'est comme ça que j'ai connu Pierre, de fil en aiguille. J'ai choisi de suivre ses pas en faisant un doctorat en économie et maintenant en enseignant. Alors, on va commencer par une histoire d'institution. Et comme je suis institutionnaliste et constitutionnaliste, voici ma constitution pour aujourd'hui. Donc ça veut dire que même si je pars un petit peu dans tous les sens, je reviendrai toujours vers le fil conducteur, le fil d'Ariane, pour cette intervention, qui est une intervention historique. Donc nous commençons vers 1500. Pourquoi 1500 ? C'est le début de l'empire colonial espagnol en Amérique du Sud, après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. En 1853, l'Argentine a sa première constitution moderne. Et de 1853 à 1930, grâce à cette constitution, l'Argentine devient le 8e pays le plus riche du monde. 8e pays le plus riche du monde. Avec autant de kilomètres de routes, de voies ferrées, etc. que la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays en voie d'industrialisation. En 1930, c'est le début de la fin, le premier coup d'État, suivi de beaucoup d'autres et suivi surtout d'une maladie institutionnelle, le péronisme. On peut parler un petit peu du péronisme comme étant le phylloxéra ou le varroa de la liberté.
qui a été une présence institutionnelle en Argentine depuis, disons, à peu près 1943. Comme toute chose, l'historique, ça n'a pas commencé du jour au lendemain, mais c'est une forte présence politique, toujours aujourd'hui en Argentine. Et en décembre 2023, Milei arrive, et c'est là que je me tais et que je passe le microphone à Nathalie. Alors, un intermezzo pédagogique. Nous sommes ici, bien entendu, c'est l'école de la liberté. Donc nous allons parler bien sûr de l'Argentine, mais on ne peut pas parler d'Argentine sans parler d'institution. Et qu'est-ce qu'une institution ? Alors, si vous étiez mes étudiants, j'aurais soit un paquet de chocolat ici, soit des pièces d'1 € en disant qui est l'homme souriant à gauche de l'écran et qui est l'homme souriant à droite de l'écran. Vous savez tous qui est Hayek, j'imagine. Et à gauche, nous avons, Pierre, tu le sais, Douglas North, aussi un prix Nobel en économie. Donc si on parle d'institution, on parle surtout de ces 2 prix Nobel. Mais alors, qu'est-ce qu'une institution ? Et une institution, c'est une règle du jeu. Alors, je commence... Mes étudiants pensent que je suis à moitié fou parce que je commence la microéconomie avec un petit cours sur le droit. Parce qu'en effet, quand on démarre la première semaine de microéconomie, vous l'avez tous vu j'imagine, on parle de quoi ? De la rareté, on parle de l'échange, on parle de l'avantage comparatif, etc. Mais échange, on ne peut pas avoir d'échange si on n'a pas de contrat, si on n'a pas de droit de propriété, si on n'a pas de protection, ou alors on aura très peu d'échanges. Et on n'en parle souvent pas la première semaine de microéconomie, donc je pense que c'est très important de parler des règles du jeu. Les institutions sont les règles du jeu, et l'action humaine, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, c'est Pierre, dans son œuvre de 1949, l'action humaine, Ludwig von Mises. Fongarello. Pierre Fongarello. Et donc je parle d'action humaine, pas seulement l'activité économique, parce que bien entendu l'activité, on peut penser à l'activité économique comme étant un jeu qui se joue sous certaines règles. Alors, quelle est la règle ? Si je gagne 1 €, quel pourcentage de cet euro m'appartient et quel pourcentage appartient à un fonctionnaire ou à la classe politique ? Ça, c'est une règle. Si je signe un contrat, j'y réfléchis maintenant parce que je vais vous parler un peu plus tard de cet exemple-là. Je suis arrivé en France au mois d'août dernier, parce que j'ai grandi dans le Val d'Oise et j'avais très envie de revenir vivre à Paris, pour des raisons culturelles plutôt que politiques. Mais en même temps, ça fait beaucoup de bien de voir qu'aux États-Unis, on se plaint beaucoup. On en parlera peut-être un peu indirectement. Le poids de l'État fédéral est à peu près de 23% du PIB, plus 13% de poids des États, des 50 États individuels et des municipalités, pour un poids total de l'État de 36%. On peut tricher en disant qu'il y a aussi 10% de PIB tous les ans dépensés pour faire face aux régulations fédérales. Mais on en est quand même loin des 58-60% de la France. Donc ça fait bien d'avoir un petit peu de recul, disons. Toujours est-il, je suis arrivé en France en août 2023, je n'ai pas pu signer de bail avant février 2024. Pourquoi ? Parce que je connaissais les règles américaines. Bon, je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai signé une dizaine de bails dans ma vie, j'ai acheté et vendu 3 ou 4 maisons, et je me suis fait jeter à chaque fois que j'essayais de louer un appartement à Paris parce que je ne connaissais pas les règles du jeu. Et je dois maintenant, encore une fois, payer une garantie d'assurance, etc. C'est des règles du jeu différentes. Et donc, on peut penser à l'action humaine comme comprenant l'activité économique, bien sûr, mais il existe aussi d'autres actions humaines au sein des institutions, la confiance, les normes. Donc on a commencé avec peut-être 5 minutes de retard. Vous connaissez peut-être le Liberty Fund basé aux États-Unis, un groupe qui organise à peu près 200 conférences par an pour une quinzaine de professeurs. Eh bien, les règles sont très claires. On commence immédiatement à l'heure et on finit immédiatement à l'heure. Et j'ai entendu au fil des années des histoires de cadres anglais, allemands qui venaient en France ou pire même en Italie ou en Espagne et qui s'attendaient à démarrer les réunions à temps. Et bien, tout commence avec une dizaine ou une quinzaine de minutes de retard. Plus on va vers le sud, plus on va vers l'équateur. Mais toujours est-il, on peut penser aux règles du jeu et l'action humaine, y compris l'action économique, mais l'action humaine en général, la coopération humaine, la coopération sociale comme étant un jeu qui se joue au sein de ces règles. Alors, si nous avons les règles du jeu, nous avons aussi les règles qui gèrent les règles. Ça, c'est les constitutions. On ne va pas en parler directement aujourd'hui, indirectement, parce qu'une constitution crée des institutions. Une constitution donne le droit à certaines personnes, réunies en certains groupes, de changer les institutions. Donc, nous avons les contraintes informelles,
les sanctions, les tabous, les codes sociaux que vous avez dû remarquer. En anglais, tout le monde se tutoie immédiatement. Bon, il n'y a pas de forme de vous, mais on utilise beaucoup plus facilement la forme du tu, et même j'imagine qu'avec Pierre, il a fallu peut-être 2 ans avant que se tutoie, ça a été assez rapide. Avec mon ami Feu Bertrand Le Ménissier, il a fallu une 12aine d'années avant qu'on se tutoie. Bon, il avait 25 ans, 30 ans plus que moi. Ça ne s'est pas fait immédiatement. Comment les gens, quels sont les codes sociaux? Mais ça va être très important aussi parce que dans certaines cultures, on peut considérer que le handshake, quand on se serre la main, ça constitue un contrat. Et dans d'autres cultures, tant que le virement n'a pas été complété, tant que l'encre n'est pas sèche sur le contrat, il n'y a pas de contrat. Et donc ça c'est important, et on en parlera au point de vue aussi de l'Argentine avec cette question d'anomie, les Argentins qui ne respectent pas les règles. Et donc les règles formelles, les règles informelles, les codes, les droits de propriété, les constitutions, les lois, etc. Et le principe des institutions, c'est premièrement de réduire les coûts de transaction. Qu'est-ce qu'un coût de transaction? Je vous pose, c'est une question rhétorique, bien qu'il y ait des étudiants dans la salle. Un coût de transaction est un coût qui ne fait pas partie directement d'un échange économique, mais qui est nécessaire pour que cet échange économique puisse avoir lieu. Ça peut être la recherche. Donc avant d'acheter une voiture, on fait un peu de recherche. L'Internet a beaucoup baissé les coûts de transaction, notamment dans les marchés du travail. Un coût de transaction, ça peut aussi être la petite enveloppe qu'il faut passer aux fonctionnaires, la petite enveloppe qu'il faut passer directement ou indirectement. En Inde, toujours, il y a ce concept du white money et black money. Les achats en Inde, par exemple, se font encore avec une version officielle, et on paie un certain pourcentage d'impôt là-dessus, et une version inofficielle avec une valise, toujours aujourd'hui. C'est une norme et c'est un coût de transaction. Donc vous pouvez réfléchir aux différents coûts de transaction, les transports, les avocats, la paperasse. Alors là, la paperasse administrative, on en connaît un rayon en France, mais ce sont des exemples de coûts de transaction, et Douglas North a parlé de l'importance des institutions pour baisser les coûts de transaction. On peut penser à la confiance, on peut penser à un système légal, l'indépendance des juges, etc. Hayek, quant à lui, donc Douglas North, prix Nobel 1991, Hayek 1974, Hayek parlait plutôt de l'importance de la connaissance économique. Alors, nous sommes tous experts sur nous-mêmes, mais quel va être le prix du pétrole dans 6 mois, dans 12 mois? Quel va être le prix du travail? Alors, en France par exemple, ça c'est ce qui sort de l'Assemblée nationale, mais si on regarde les marchés du travail, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent avec l'intelligence artificielle, la bêtise naturelle, l'intelligence artificielle, les nouveaux codes de travail, les mouvements migratoires ou la fin des mouvements migratoires dans l'ère de Trump peut-être? On ne sait pas. Et une institution peut faciliter la transmission de connaissances économiques, et c'est de cette connaissance que se servent les entrepreneurs pour servir le consommateur. Un prix, par exemple, le système des prix est une institution qui donne des informations à l'entrepreneur pour que l'entrepreneur sache s'il sert ou non, ou s'il gaspille des ressources rares, en transformant les ressources en biens et en services qui peuvent ou non servir aux consommateurs. C'est une connaissance. Alors, un petit exemple, on parlait aussi des incitations. Une institution peut donner de bonnes ou mauvaises institutions. La faillite d'une entreprise, c'est une institution qui donne une bonne incitation à l'entrepreneur de servir le consommateur. Si l'entrepreneur ne sert pas le consommateur, le marché, en gros, lui reprendra ses ressources pour que ces ressources puissent servir à quelqu'un d'autre qui va essayer de servir le consommateur dans un monde de ressources rares. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis entre 2000 et 2007? La crise des subprimes. Et alors, dans ce cas-là, il y avait toutes sortes d'interventions qui ont manipulé la connaissance et manipulé les incitations. Les banques américaines, par exemple, recevaient des récompenses si elles donnaient si elles octroyaient de mauvais emprunts, mais elles n'avaient aucune incitation à ne pas le faire parce que l'État fédéral les rachetait. Donc en 2007, la moitié des emprunts immobiliers appartenaient indirectement à l'État fédéral. Mais en même temps, nous avons eu un problème de connaissance, et là on ne va pas partir, Nathalie va en parler un petit peu je pense. Comment est déterminé le prix de l'eau? L'offre et la demande. C'est le premier cours de microéconomie. Le prix d'un téléphone, l'intersection de l'offre et la demande. Le prix d'un ordinateur, l'intersection de l'offre et de la demande. Je vais poser un perroquet ici, je vais aller me balader pendant 10 minutes. N'importe quelle chose, n'importe quel objet, l'offre et la demande. Mais la monnaie,
le prix de la monnaie, le taux d'intérêt, ne sort pas de l'offre et de la demande. Le taux de la monnaie sort de l'esprit d'une quinzaine de personnes réunies à Washington ou à Francfort qui décident du prix de la monnaie, et cela n'a rien à voir avec l'offre et la demande. C'est seulement l'offre qui est créée en fonction des désirs politiques. Enfin, qu'ils soient technocrates ou politiques, c'est autre chose, mais le prix de la monnaie ne sort pas. Alors, ça veut dire qu'il y a une mauvaise connaissance qui est transmise. Parce que les entrepreneurs regardent le prix de la monnaie pour déterminer quelles sont les ressources disponibles, sur quelle échelle de temps investir, et si l'entité monétaire, si la banque centrale ment, ce qui est le cas, parce qu'elle donne de mauvaises connaissances, eh bien nous avons un surinvestissement, c'est ce qui s'est passé entre 2000 et 2007, pour des raisons régulatoires, mais aussi pour des raisons financières, parce que, pour des raisons monétaires, donc de connaissances, les banques, les entrepreneurs empruntaient cette information qui leur était donnée et qui était une fausse information. Et voilà. Alors, continuons. L'Argentine. Parce qu'en fait, il faut quand même un peu parler d'Argentine, c'est ce qui vous a été promis, ça ne sera pas une promesse électorale. Ceci dit, j'avais très envie d'être invité à Matignon, passer un mois à peu près, ensuite recevoir tous les émoluments du Premier ministre, mais c'est autre chose. 1500, l'Argentine est le marigot de l'Empire espagnol. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de civilisation à conquérir comme les Aztèques ou les Incas, il n'y a pas d'indigènes à faire travailler dans les mines, donc l'Argentine, rien. Il y a de la viande. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore, mais ça viendra, et après elle est Ils délicieuse. sont pas encore là, les Écossais. Oui, les Écossais sont pas encore là. Non. Et personne ne voulait y aller, personne ne voulait investir, il n'y avait pas grand-chose. En 1810, il se passe quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Notre ami Napoléon Bonaparte décide d'envahir l'Espagne. Il vire le roi d'Espagne, met son frère Joseph sur le trône. Et alors les colonies ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on continue à suivre la famille royale espagnole? Est-ce que nous sommes toujours une colonie espagnole? Est-ce qu'on suit ce nouveau roi qui aurait usurpé du pouvoir? Ils ont à moitié déclaré leur indépendance en 1810. Je dis à moitié parce que certains Argentins vous diront que c'est 1810, d'autres que c'est 1816 en fonction, on ne sait pas trop. Entre 1810 et 1853, la valse au pays des tangos entre l'anarchie et le Léviathan. Alors qu'est-ce que l'anarchie et le Léviathan? J'emprunte cette fameuse parole à James Buchanan, encore une fois, qui a écrit un livre en 1975 qui s'appelle Les limites de la liberté, The Limits of Liberty, Between Anarchy and Leviathan, entre l'anarchie et le Léviathan. Alors, quand on parle d'institutions, quand on parle de coopération sociale, nous avons deux extrêmes. L'anarchie, pas de règles, le manque de règles, le chaos, la violence, le monde de Hobbes, Thomas Hobbes, la violence. Et de l'autre côté, le Léviathan, ce monstre mythique ou biblique qui dévore tout. Alors, je mets de côté un instant l'anarcho-capitalisme. C'est un mauvais choix de terme, je suis sûr qu'il y a au moins un anarcho-capitaliste ici, donc on ne parle pas de ça. Mais imaginez s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de droit, si c'est la guerre civile constante. Premièrement, nous n'avons pas de droit et nous n'avons pas de liberté, parce qu'on se protège tout le temps. C'est la guerre des uns contre les autres, homo homini lupus, la bataille constante, et on ne peut aussi pas avoir d'investissement économique, parce qu'on ne peut pas prévoir pour demain, on ne peut pas prévoir au long terme, voire même à moyen terme, parce qu'il n'y a pas de protection des droits de propriété. Donc personne ne veut investir sur le long terme, et c'est ce qu'on voit aussi dans beaucoup de pays pauvres, où les gens préfèrent investir par exemple dans la terre plutôt que dans l'industrie, parce qu'il n'y a aucune protection des droits de propriété. À l'autre extrême, le Léviathan. Nous n'avons non plus pas beaucoup d'activités économiques ou de liberté, parce que c'est le Léviathan, le monstre de l'État qui contrôle tout, qui aspire l'oxygène de l'économie, parce que c'est le dirigisme absolu, c'est la dictature absolue, qui non seulement ne respecte pas les droits des individus, mais en plus essaie de dicter toute l'activité économique. Nous le voyons, la France est en direction du Léviathan au point de vue économique, avec 60% de chaque euro. J'avais pendant un temps un euro coupé en deux. Ça ne veut plus rien dire, maintenant c'est plus de 50%. Mais c'est pour tout euro qui est créé par l'entrepreneuriat français,
60 centimes sont pris par l'État. Et donc, ce n'est pas le Léviathan complet, on a quand même de l'activité économique en France, mais on se demande par exemple pourquoi le PIB français est à peu près la moitié du PIB américain. Voilà, et c'est encore pire pour d'autres pays à travers le monde. Et alors, c'est une courbe intéressante que je vais vous montrer dans un instant. Imaginez, je vais dessiner ici une courbe, nous avons les axes, abscisse et ordonnée, x et y, et nous avons une courbe si nous commençons ici avec l'anarchie. Pas de gouvernance, pas d'institution, pas de respect des droits. Nous n'avons ni liberté, ni activité économique, parce que c'est la guerre constante. Si nous avons un peu plus d'état de droit, un peu plus de protection, un peu plus de présence de l'État, l'activité économique et la liberté vont augmenter. Mais il arrive un moment, au sommet de la parabole, où l'État commence à aspirer les ressources, l'État commence à enlever l'oxygène, l'État commence à enfreindre les droits des individus, parce que si nous avons la réglementation, le gendarme suit derrière la réglementation et nous avons de moins en moins de liberté politique avec la liberté économique, et donc cette courbe va augmenter et ensuite commencer à baisser. Alors entre 1810 et 1853, c'est l'anarchie ou le Léviathan en Argentine. Il n'y avait aucune tradition d'état de droit. L'expression en espagnol était acato pero no cumplo. Je sais qu'il y a un ordre qui vient d'un roi de l'autre côté du monde, mais je ne respecte pas du tout ce qu'il va me dire, parce que dans ma province, c'est moi le chef. Je suis le caudillo. Je suis le caudillo local, j'ai mon armée locale, tout le monde fait ce que je dis, et soit je tue ceux qui ne me respectent pas, soit eux me tuent. Et c'était vraiment ça au niveau... Quand on pense par exemple aux colonies américaines, c'est exactement le contraire. Une tradition de droit, une tradition d'autonomie locale, une tradition de respect des institutions, etc. Alors, en Argentine, qu'est-ce que nous avons? Des caudillos provinciaux qui se tapent dessus. Alors, de temps en temps, il y en a un qui est plus fort, qui arrive à prendre, comme... Qu'est-ce que c'était dans les manèges quand on était petit, qui arrive à attraper le... La mascotte. La mascotte. Attraper le pompon, attraper le pompon, et le pompon, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? C'est la province de Buenos Aires, parce qu'elle est plus puissante que toutes les autres, et si on arrive à contrôler Buenos Aires, on contrôle toutes les autres. Et donc pendant 43 ans à peu près, l'Argentine est pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle passe de la guerre civile à un dictateur qui impose sa vision des choses, guerre civile, dictateur, guerre civile, dictateur. En 1853, Juan Bautista Alberdi, un diplomate, penseur, père fondateur, on pourrait dire, de l'Argentine, vient de publier un livre en 1852 qui dit « Voilà, nous avons des problèmes en Argentine parce que nous avons une culture espagnole et ce qu'il faut en Argentine, c'est la Constitution des États-Unis parce qu'elle marche très bien. » Bon. 1776 à 1853, effectivement, la Constitution américaine marchait très bien. Croissance économique, liberté pour les esclaves. Et puis en 1860, il y a eu un petit désaccord entre les États, mais n'en parlons pas, ils ne pouvaient pas savoir à l'époque. Mais 1853, Alberdi regarde vers le nord et dit « La Constitution américaine, voilà ce qu'il nous faut ». Il la traduit et il la donne à l'Argentine avec deux petites exceptions. Et la première, qui n'est pas très importante, c'est qu'il met tous les amendements à la Constitution directement dans la Constitution argentine. Et la deuxième exception, c'est qu'il dit « Pour l'Argentine, comme il y a toutes ces pressions, ces caudillos locaux, il faut une présidence beaucoup plus forte qui puisse imposer l'état de droit au pays. Donc il nous faut une présidence beaucoup plus forte qui peut régner par décret, et Nathalie, on reviendra là. Donc la tradition du décret, c'est même beaucoup plus fort que le 49.3 en France. Le président argentin a de très forts pouvoirs constitutionnels. Première chose. Mais Alberdi dit en même temps que cette présidence très forte, il faut des contrepoids institutionnels. Une Cour suprême indépendante, pas de conseil constitutionnel à la française, à la Kelsen, une Cour suprême dans le style américain, un congrès bicaméral très puissant, un fédéralisme puissant, donc ce jeu des pouvoirs. Et en 1853, sa constitution est adoptée. Alors, mon petit intermezzo pédagogique, entre anarchie et Léviathan, je vous ai déjà fait la courbe. J'ai emprunté le dessin de la courbe de Laffer, dont vous avez peut-être entendu parler, j'en profite pour mettre un petit passager clandestin là-dedans aussi.
L'impôt tue l'impôt. Bravo. Exactement. Donc si on commence à un taux d'imposition de 0, les recettes seront 0. Plus on augmente le taux d'imposition, plus les recettes vont croître. Mais il arrive un moment où on ne peut pas augmenter le taux d'imposition et augmenter les recettes parce qu'il y a moins d'incitation au travail, il y a plus d'incitation à changer les investissements pour éviter l'impôt. Donc on a le même principe entre la courbe de Laffer et la courbe institutionnelle que je vous ai montré plus tôt. Qu'est-ce qui se passe entre 1853 et 1860 1853 et 1860, jeu très argentin. En 1853, la Constitution est adoptée, la province de Buenos Aires, la plus importante, la plus puissante, qui avait le seul port, dit « Ah non, non, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas jouer avec vous, non, c'est nous les chefs ». Pendant 7 ans, il y a 2 pays, les provinces réunies et la province de Buenos Aires. Finalement, après une petite guerre civile, c'est très argentin, et des négociations, en 1860, quelques amendements, l'Argentine commence en tant que pays uni. C'est une constitution libérale qui garantit les droits de propriété. Vous pouvez regarder l'article 1, section 8 de la Constitution des États-Unis de 1776, qui énumère les pouvoirs fédéraux. Pas comme en France où il y a beaucoup plus de pouvoirs expansifs. L'idée d'une constitution fédérale, c'est que les États peuvent tout faire sauf ce qui leur est proscrit, mais que l'État fédéral ne peut rien faire sauf ce qui lui est explicitement permis et autorisé. L'Argentine nous donne un milagro de la historia, un miracle de l'histoire. Entre 1860 et 1910, l'Argentine passe de cette petite province oubliée où il n'y a rien, même pas de bœuf. En 1910, 8e pays le plus riche du monde. Les Écossais arrivent, la main-d'œuvre étrangère arrive, les capitaux étrangers arrivent. Ah, tiens, en fait, il y a une ressource, la pampa, la terre. Donc, la terre, la réfrigération. Mais pour la terre, la réfrigération, les trains, les transports, il faut quoi? L'état de droit, la protection de l'investissement. Et l'Argentine protège tout ça. Donc, en 1910, l'Argentine est passée en 50 ans peut-être, même pas, d'une petite province oubliée où il n'y a rien du tout, ce qu'on appellerait aujourd'hui un pays du tiers-monde, au 8e pays le plus riche du monde. Pourquoi? Grâce à ces institutions qui protègent les investissements, qui protègent les droits de propriété, qui protègent l'état de droit. Mais ce n'est pas une situation parfaite. N'oublions pas que c'est quand même, et Alberti l'avait prévu, la culture argentine, les caudillos, le manque de respect pour les traditions. C'est une démocratie, oui, mais c'est aussi une oligarchie. Il y a le suffrage, le suffrage universel masculin démarre en 1912, mais le président est quand même choisi au Jockey Club, l'équivalent en France, ça serait pas, je sais pas, le Jockey Club, le club automobile. Les riches patrons se retrouvent, ils fument leurs cigares et ils choisissent qui va être le prochain président. Donc c'est plutôt une oligarchie qu'une démocratie. Et avec le suffrage universel en 1912 et l'arrivée de la main-d'œuvre étrangère, surtout italienne, nous avons un mouvement qui commence à ressembler un petit peu au socialisme, un mouvement qui commence à ressembler à l'interventionnisme petit à petit, les lois sociales, petit à petit les encadrements des loyers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un encadrement de loyer? Ah, c'est la justice sociale. Non, l'encadrement de loyer, c'est une intervention à la liberté économique. Si le marché dicte le prix du loyer et que non, moi, grâce à la force de l'État que j'ai, je vais dicter un autre prix, voilà, c'est le début de la fin du constitutionnalisme en Argentine. Alors, petit intermezzo, je suis le temps, ne t'inquiète pas Pierre, nous allons parler ici de William Baumol, qui n'a pas reçu le prix Nobel, mais un chic économiste quand même, qui écrit en 1990, c'est lui qui fait la passerelle entre les institutions et l'entrepreneuriat. Alors, qui pousse l'économie, qui avance l'économie, qui contrôle l'innovation, c'est l'entrepreneur. Là, je suis très inspiré par les Autrichiens, par le directeur de thèse de Pierre, Israël Kirzner, lui-même un étudiant de Ludwig von Mises. Cette idée que c'est l'entrepreneur qui est en gros le conducteur de l'économie. L'entrepreneur qui voit les opportunités, l'entrepreneur qui organise les ressources pour servir le consommateur, pour innover, pour faire avancer l'économie. Mais Baumol nous dit, chose très importante, non seulement l'offre de l'entrepreneuriat, mais la créativité de l'entrepreneuriat
sont fondamentalement dépendants du contexte institutionnel. Et il énumère donc 3 types d'entrepreneuriat. Le premier, c'est le type classique d'entrepreneuriat, c'est ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat productif. J'ai une idée, j'invente un téléphone, je vous le vends. Votre vie est meilleure parce que vous pouvez maintenant regarder des photos de petits chiens, de petits chats au téléphone. Non, on peut communiquer avec les gens. Vous vous rappelez certains peut-être ce que représentait la recherche académique avant l'Internet. Il fallait aller à la bibliothèque, il fallait attendre, il fallait trouver justement l'article de 1990 qui était broché quelque part dans un sous-sol. Et bon, soit on pouvait passer la journée dans la bibliothèque, soit il fallait faire les photocopies, et alors avoir beaucoup de pièces sur soi. Et je me rappelle aussi le rayon vert de la photocopieuse. Il fallait tourner la tête si on avait un mal de tête, parce qu'on se prenait, comme le couvercle de la photocopieuse n'était pas complètement fermé, on se prenait à chaque fois un écran vert. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ? On est en pyjama chez soi, on tape, on s'installe à l'ordinateur, on s'installe sur JSTOR et on a tous les articles. On tape votre nom, on a tout sur vous. Exactement. Et ça, c'est une chose exceptionnelle. Avoir toutes les cartes du monde là-dedans, bon, ça nous rend bête, c'est autre chose, je crois. Je crois que les gens de moins de 25 ans ne savent plus lire les cartes, mais c'est autre chose. Ah, ça y est, je suis vieux, j'insulte tout le monde, je suis désolé. Mais on perd beaucoup de temps, mais ça nous facilite la vie aussi. Ça, c'est l'entrepreneuriat productif. Je crée une entreprise, je sers les gens. Je sers les consommateurs avec des idées nouvelles, avec des innovations. Le deuxième style d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat improductif. C'est un entrepreneuriat qui ne crée aucune richesse, mais qui permet aux consommateurs de participer à l'activité économique malgré le blocage administratif, malgré les entraves administratives qui existent. Alors cet exemple, par exemple, quand je suis arrivé au mois d'août 2023 en France, j'ai été tellement protégé par l'État français, la trêve hivernale, les protections des locataires, etc. J'étais tellement protégé par l'État français que je n'ai pas pu trouver de logement avant février 2024. Alors, j'ai commencé moi-même, hardiment, parce que j'ai quand même signé une dizaine de bails dans ma vie, impossible. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un, une intermédiaire, et j'ai dû la payer, je crois, 2 000 € pour qu'elle puisse jouer dans le système et me permettre de trouver un bail. Et j'étais trop content de le faire, mais ce n'était pas de l'entrepreneuriat productif. Aucune richesse n'a été créée dans le monde, c'était une redistribution de richesse, et on peut penser à ça avec les comptables, les avocats, n'importe qui a essayé d'ouvrir une petite entreprise en France, l'école, et donc nous avons partout des entraves administratives et l'entrepreneuriat improductif. Le troisième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat destructeur. C'est l'entrepreneuriat non seulement qui ne crée pas de richesse, mais qui en détruit. C'est l'entrepreneuriat des privilèges, c'est l'entrepreneuriat des droits de douane, c'est l'entrepreneuriat des monopoles, qui redistribue les richesses du consommateur dans les poches de l'entrepreneur destructeur, mais en même temps qui crée une perte nette dans la société parce que les échanges efficaces ne peuvent pas avoir lieu. Donc on peut penser à ça avec l'Argentine de 1860 à 1910, et ensuite l'intervention de l'État qui nous donne l'entrepreneuriat, dans ce cas, qui détruit la richesse. Et voilà effectivement ce qui se passe, 1930, premier coup d'État. Entre 1916 et 1930, on les appelle, je crois, les progressifs, je ne me rappelle pas exactement le nom du parti, mais peu importe, c'est un parti de centre-gauche. On peut dire d'un point de vue économique, il a un peu augmenté les impôts, un peu augmenté les redistributions, un peu encadré les loyers, un peu intervenu dans ci, intervenu dans ça. Mais d'un point de vue institutionnel, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attaqué l'ordre constitutionnel et institutionnel qui était la base de l'essor argentin. Et en 1930, l'oligarchie dit non, ça va plus, on en a marre. Premier coup d'État avec le soutien du peuple, d'une partie du peuple qui voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop bien, mais aussi avec le soutien de l'oligarchie argentine. En 1943, nous avons un nom qui va faire figure pendant le siècle qui vient, Juan Domingo Perón, un colonel pas très connu, mais qui était le premier ministre du Travail en Argentine,
il en a profité pour organiser les syndicats, donc c'est très intéressant. Le syndicat principal en Argentine s'appelle la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, mais aussi qui commence à organiser l'État argentin selon une mode italienne qui vient du fascisme italien de Mussolini. Donc nous n'avons pas les camps de concentration, la coopération, l'Argentine était officiellement neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout nous avons l'organisation de l'État en corporation. Donc c'est pas tout à fait le même système qu'en France, mais c'est-à-dire que l'État crée des intérêts, les agriculteurs, les exportateurs, les travailleurs, les fonctionnaires, les PME, les enseignants, les banquiers, etc. Et c'est l'État qui redistribue les ressources et qui joue l'arbitre avec tout ça. Et c'est une situation qui demeure en Argentine aujourd'hui. Et c'est ça que Javier Milei est en train d'essayer de casser. Alors, Juan Domingo Perón est d'abord ministre du Travail, il est ensuite président et il devient président. Il se fait lui-même virer par un autre coup d'État, parce que c'est très argentin. Rappelez-vous ce que j'ai dit des caudillos un peu plus tôt, c'est la tradition qui continue. L'Argentine a eu 11 coups d'État au XXe siècle et 6 dictatures militaires. Parce que dans certains cas, l'armée entrait, nettoyait les choses et permettait des élections dans les 3 ou 6 mois. Et dans d'autres cas, l'armée restait pour gérer elle-même le pays. Et donc nous avons vu un déclin économique qui, effectivement, je crois qu'on pourrait dire qu'il a commencé en 1916 avec la première élection du président centre-gauche, mais il a vraiment commencé sous le péronisme, parce que c'est le péronisme qui a augmenté les impôts, augmenté les dépenses publiques, arrêté, même avec un amendement à la Constitution en 1900, sous Perón, l'article 43 bis, mais peu importe, qui donne, comme le préambule de la Constitution française de 1946, qui octroie des droits positifs. C'est très dangereux dans une Constitution d'avoir des droits positifs. Un droit négatif, c'est un droit qui impose une obligation négative aux autres. Ne pas me voler, ne pas me tuer, ne pas enfreindre mon contrat. Et un droit positif, c'est pas le moment, mais je peux vous dire qu'un droit positif n'existe pas, parce qu'un droit positif est un droit qui impose une obligation positive à quelqu'un d'autre. Le droit au logement, le droit au travail, le droit aux vacances. Parce que si j'ai droit à un logement, ça veut dire que quelqu'un doit me le payer. Et si quelqu'un doit me le payer, ça veut dire que quelqu'un n'a pas de droit de propriété. Donc, je ne veux pas trop m'évader du sujet. Je pense qu'on a peut-être une obligation morale, peut-être une obligation sociale pour l'harmonie économique, certainement une obligation, je pense, d'harmonie sociale, d'aider les plus pauvres, les plus démunis, d'abord par le marché, ensuite par la société civile. Mais on ne peut pas. Un droit positif est une aberration qui n'existe pas. Mais c'est Evita quand même qui. Et en France, c'est absolument, on est couvert, un droit positif en France. Pardon ? Ah oui. En France, on est couvert. On est couvert. Oui, oui, mais je dirais même que c'est une aberration philosophique. philosophique. A beaucoup augmenté ça. Mais lui, elle a été poussée par les militants. Et donc. L'escaminato. Les femmes. Donc. L'escaminato. Et effectivement, bon, Perón était aidé par ça. Alors, no llores por mi Argentina. Et alors, effectivement, Evita, la jeune belle chanteuse. Tu vas chanter aussi, Nathalie ? Ah non, je ne sais pas. Moi, je danse. Elle danse, ouais. Elle va danser pour nous. Et donc, Evita a vendu la chose et c'est devenu un populisme. Alors, Perón s'est fait virer. Il s'est fait virer, il y a eu une valse de coups d'État. Le dernier coup d'État, il est rentré d'Espagne en 1972-73 pour redevenir président, mais il est mort d'un cancer quelques années après. Sa deuxième femme a pris le pouvoir, elle-même s'est fait virer par l'armée, blablabla. Voilà, ça continue. Mais la chose la plus importante, en 1910, l'Argentine, 8e pays le plus riche du monde, à la fin du XXe siècle, quand l'Argentine récupère enfin de ses coups d'État militaires, nous avons l'hyperinflation des années 1980. L'Argentine est le plus grand débiteur, oui. Plus grand débiteur, merci, du Fonds monétaire international, qui a le plus emprunté, qui régulièrement a des crises économiques, etc. Et donc, il s'est passé quelque chose, et cette chose, c'est le péronisme. Nous sommes passés de la constitution de Juan Bautista Alberdi au péronisme, et nous avons vu malheureusement une renaissance péroniste entre 2003 et 2023. Donc, ils ont doublé la mise, en gros, sous Kirchner et ensuite sous son épouse Fernandez.
Et donc nous avons vu une augmentation de la redistribution, une augmentation des impôts, une augmentation du corporatisme, une augmentation du secteur public, etc. Il me reste, je pense, 5 minutes. Donc, un petit intermezzo pédagogique. Pourquoi la liberté économique et les institutions? C'est pas que l'Argentine. Nous avons ici un dessin qu'on ne voit pas très bien, mais qui représente la relation entre la liberté économique et le PIB des pays du monde, avec cette ligne entre les deux. Avec quelques exceptions, les pays les plus libres économiquement sont aussi les pays les plus riches. Et les pays où le PIB, mais aussi le PIB par personne, est beaucoup plus élevé. La liberté économique, les institutions qui permettent l'échange, nous en revenons à Douglass North, à William Baumol, à Hayek, etc. Donc, je mets en scène un petit peu pour Nathalie. Entre 2023 et 2023, l'inflation qui avait été matée dans les années 80 revient. D'ailleurs, quand j'ai préparé ma thèse doctorale en Argentine en 2007, j'ai parlé à beaucoup d'experts économiques et politiques qui m'ont dit « Le peuple argentin n'acceptera jamais l'hyperinflation. Ils ont trop peur depuis les années 80. » Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Nous en étions entre 200 et 300% par an quand Milei est arrivé au pouvoir. La pauvreté a augmenté de 10% à 45% à cause de ce retour du péronisme, à cause des augmentations des impôts, des entraves aux contrats, des empêchements au commerce. Nous avons vu une destruction systématique des contrepoints institutionnels. Les péronistes contrôlaient le Congrès, la présidence, mais aussi, chose importante, la Cour suprême et la Banque centrale argentine. Javier Milei est élu en 2023 avec 56% des voix. Donc ça y est, c'est le ras-le-bol complet. Alors, on me pose souvent la question, pourquoi pas en France? En France, et je sais qu'il est encore un peu tôt, on n'est pas très réveillé, on va pas s'endormir trop si je prononce le nom de Michel Barnier. Non, maintenant c'est Bérou. Bérou. Mais non, mais je dis surtout... C'est à peu près le même style, c'est le même âge, le même dynamisme à peu près. Mais surtout Barnier, un technocrate de droite sans inspiration. Bon. Ah, il a négocié à Bruxelles. Alors là, Le franchement, Bérou, pas c'est sympa pareil, avec lui. Oui, mais c'est justement ça. C'est Oui. Olivier Babot hier sur Twitter qui disait « L'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera ». Et ben voilà, c'est ça, c'est parfait. Mais nous, la France, on était un pays riche, on était Alors, très riche. voilà justement le problème de la France, c'est que les choses vont trop bien. Et j'hésite toujours à citer Lénine, qui n'est pas mon autorité politique préférée. C'est un boucher, c'est lui qui a commencé 120 millions de meurtres systématiques au XXe siècle, mais bon, mais quand même, au point de vue politique, il était fin, ce gars-là. Et c'est lui, je ne saurais pas le prononcer en russe, mais il a dit en gros, plus ça va mal, plus ça va bien. Et c'est ce qui est arrivé. En France, les choses vont trop bien. Bon, il n'y a pas de budget, Bérou, effectivement, va nous endormir, et puis... va durer peut-être quelques semaines. Et il a quand même, le pauvre quand même, avec un Parlement aussi divisé, mais peu importe. Les choses vont encore trop bien en France, trop bien en Allemagne, trop bien aux États-Unis. En Argentine, en 2023, c'était le ras-le-bol, l'hyperinflation, la pauvreté. Alors imaginez, on a eu 20%... L'inflation est matée en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Hein. Elle est à 2-3%. Mais les prix sont plus élevés de 20% qu'il y a 5 ans. Et 20%, on l'a ressenti, il y a eu des conséquences politiques. Trump a été élu en partie à cause de ça. C'était pas la faute de Biden, c'était la Banque centrale, mais peu importe. Mais Trump a été élu en partie à cause de ça. Je pense que beaucoup du ras-le-bol, de l'extrémisme qu'on voit en Allemagne, en France, en Italie, avec l'extrême gauche et l'extrême droite, vient de cette inflation. 20% en 5 ans. Imaginez 300% par an. Les prix changent tous les jours. Alors, effectivement, on en revient aux institutions, comment peut-on prévoir? Comment peut-on investir? C'est de ça de quoi Nathalie va parler. Donc, Milei arrive avec sa tronçonneuse et son spectacle politique. Je vais terminer quand même avec cette photo de Milei, un économiste libertarien qui se revendique parfois anarcho-capitaliste. Pardon? C'est génial ça, j'adore. Et il arrive avec sa tronçonneuse. C'est ce qu'il nous faudrait, au lieu d'avoir un Barnier ou un Bérou. Mais vous imaginez en France, un mec qui vient avec ça. C'est génial. Ah oui, j'adore. C'est génial. Et je vais laisser à Nathalie le rôle de parler lui, mais je vais finir un petit peu avec une petite note de pessimisme mondial avant la note d'optimisme de Nathalie. Et alors pourquoi? On parle des institutions ici. Parlons donc un peu du monde. Nous avons 2 moments clés dans l'histoire du monde.
je ne suis pas historien, je peux dire ce que je veux. Le premier moment clé, 1800. Le deuxième moment clé, 1979 et 1991. 1800, qu'est-ce qui se passe? Le début de la révolution industrielle. Vous savez tous, vous avez vu ça à l'école, mais qu'est-ce que c'est la révolution industrielle? C'est une révolution institutionnelle. C'est la fin de l'ordre de l'ancien régime, c'est le début vraiment des droits de propriété dans certains pays pour certaines personnes. Explosion de la richesse dans le monde en 1800. Et de plus en plus de pays et de plus en plus de personnes dans ces pays ont accès à la richesse. Deuxième moment clé, 1979, je vais me faire virer, Pierre ne va jamais réinviter parce que je vais maintenant citer le boucher de Tiananmen, Deng Xiaoping, qui a quand même fait une belle chose en 1979, qui s'est dit, bon là, et les cocos, voilà, je n'ai pas fait exprès, 40 à 60 millions de morts avec la famine de Mao, chacun avait son petit four, comment on appelle ça, un four à... je ne connais même pas le nom technique. Un fourneau. Chacun avait son bas fourneau dans son jardin, merci, et chacun devenait son petit industriel entre 1955 et quelques et 75, collectivisation de l'agriculture, 40 à 60 millions de Chinois sont morts en une vingtaine d'années, et là Deng Xiaoping dit non, ça suffit, on passe au capitalisme avec des caractéristiques chinoises, communisme avec des caractéristiques chinoises, toujours est-il qu'il ouvre le marché. Pas complètement, mais c'est de là que nous voyons l'essor de la Chine, et plusieurs centaines de milliers, voire milliards de Chinois sont sortis de la pauvreté grâce à ces réformes. Deuxième partie de ce moment clé, vers 1991, en Inde, avec la fin du régime régulatoire qui avait lieu entre l'indépendance vers 1946-48 et 1991, une réforme institutionnelle importante. Pareil, l'Inde est devenue, pas encore un pays riche, mais avec une croissance exceptionnelle et des milliards, pas immédiatement parce qu'il n'y a qu'un milliard d'Indiens, mais des centaines de millions, voire même des milliards d'Indiens sur 30 ou 40 ans qui sont sortis de la pauvreté. En 2015, nous voyons pour la première fois dans le monde, la pauvreté extrême, c'était mesuré par moins de $2 de revenus par jour, la pauvreté extrême du monde tombe à moins de 10% pour la première fois. Vive les marchés, vive les institutions, vive l'échange. Mauvaise nouvelle, plateau depuis 2015. Pourquoi? Une explication toute simple. Nous sommes dans la 18e année aujourd'hui de recul démocratique dans le monde, et la liberté économique est liée à la liberté économique. Deuxième chose, 2019-2020. Qu'est-ce qui se passe? Notre ami le Covid arrive. Immédiatement, il faut des mesures, enfin, selon les États, c'est encore un débat, et on en a parlé dans les pages du journal des libertés. Nous avons le Covid et un retour de l'interventionnisme pour gérer le Covid. Vous l'avez tous connu, l'interventionnisme, les régulations, les passes sanitaires, etc., etc. Eh bien, les États y ont pris goût. Et donc, nous avons eu une quinzaine d'années de croissance de la liberté économique du monde effacée en 2020, parce que les mesures du Covid qui avaient censé être temporaires sont restées. Alors pas toutes, nous n'avons plus les confinements et les passes sanitaires bien entendu, Tout le monde trichait. mais tout le monde touchait, mais quand même, les mesures économiques sont restées. L'économiste Robert Higgs parle du ratchet effect. Quand l'État augmente une dépense, augmente les régulations, il y a très peu de chances qu'il les baisse après. Et donc, c'est ce que nous avons vu depuis 18 ans pour la démocratie et depuis 4 ans pour la liberté économique, une baisse des deux. Et ce n'est pas surprenant que nous soyons depuis 2015 dans un recul, enfin un plateau de la baisse de la pauvreté à travers le monde. Donc je ne vais pas parler de ce qu'a fait Milei parce que c'est pour Nathalie tout ça. Donc je vais terminer tout simplement en vous disant que malgré ces petits, disons, une vingtaine d'années de pessimisme après 200 ans d'optimisme, tout simplement, il existe une recette très simple, et vous pouvez l'écrire, il faudrait qu'on fasse une petite tribune pour notre ami Bérou cette semaine. Il existe une recette très simple pour la croissance d'un pays. La liberté économique, le respect des institutions, le respect des droits de propriété, le respect du droit du contrat. C'est tout simple, c'est bête comme chou. C'est tout facile. Alors, je suis optimiste. Quand je vois
ce graphique-là, je vois le plateau depuis 2015, mais je vois aussi une augmentation de la population mondiale et une baisse de la pauvreté. On sait faire. On sait comment faire croître un pays. On sait comment sortir un pays de la crise. Et, pour en terminer, tout simplement, l'histoire de l'Argentine, c'est une histoire économique, c'est une histoire intéressante avec des cow-boys, des gauchos, des cautillos, des steaks fantastiques, Malbec, les empanadas, etc. Tango. Le tango, c'est fantastique, mais qu'est-ce que c'est surtout? Une histoire institutionnelle. Quand l'Argentine choisit de bonnes institutions, l'Argentine est riche avec la cohésion sociale, la coopération sociale. Quand l'Argentine choisit les mauvaises institutions, l'interventionnisme, la redistribution, les impôts, le corporatisme, l'Argentine est pauvre. Alors, je ne vais pas traduire cette phrase de Javier Milei, « La libertad, carajo !» Oui, mais vous savez que comment on parle en France et dans les médias de Javier Milei, comme d'un pauvre type, un facho, une ordure, etc. Il n'y a pas eu un mot. Écoutez, France Info était effrayant, la population argentine n'en peut plus, c'est une catastrophe. C'est pour ça, c'est effrayant, les Français, on en est effrayés pour ça. On a même eu, on était d'ailleurs, nous avons été victimes. Comment ça peut évoluer à se dire oui, un peu, à se dire que ça va très mal. Alors, nous avons à peu près 20 minutes pour prendre quelques questions. Nous avons une... Juste pour rebondir sur le point, on a été victime avec le politologue avec qui on avait fait une séance sur l'Argentine mercredi, de France Culture et France Inter, qui nous avaient invités puis décommandés. Parce que je pense qu'on ne leur plaisait pas. C'est-à-dire qu'après on écoutait l'émission. Et moi, France Culture, en fait, c'était la même émission. On m'a dit oui, on a changé d'approche. Et en fait, non, ils ont invité une prof de Sciences Po de l'HESS qui était très neutre, qui n'a dit, voilà, sur. Et on a trouvé ça extravagant, quoi. On s'est fait, tous les deux, le même jour, on a écrit sur un groupe WhatsApp le même, et on s'est fait, en fait, jeter par France Inter. Et France Culture, parce qu'on avait un regard positif. Moi, j'ai même pas dit, j'ai rien dit, j'ai juste dit ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Mais très neutre, vous voyez qu'ils ont rien dit de spécial sur la VNS, c'était neutre, c'est dans le sens. Ils sont censés, dans le service public, sur le service exactement, public, et ils m'ont dit lorsqu'ils font un c'est ça, c'est toujours, vous avez joué le rôle, vous êtes le pluralisme, et ils vont vous inviter une fois et pas deux, parce qu'en fait le pluralisme ils supportent pas. Non mais là ils n'ont même pas jusque-là. Alors oui, on va prendre des questions. Je me permets un petit commentaire ensuite de passer. Après avoir cité Lénine et Deng Xiaoping, je passe au Monde, désolé. Le Monde récemment a dit de Javier Milei qu'il était néolibéral, ultralibéral, extrême droite, contre le péronisme, un parti de centre-gauche. Le Monde, c'est connu. Lisa donc 56% d'électeurs pour Milei. En Argentine, est-ce qu'il y a autant de fonctionnaires qu'en France en proportion de la population? Je crois que c'était même plus. Dans certaines provinces, ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont voté pour Javier Milei. Peut-être. Et en tout cas, dans certaines provinces, ça atteint 70%. De fonctionnaires. Oui. D'accord, donc possiblement, il y a des gens qui vivaient de ce système qui ont voté contre ce système. C'est-à-dire, si j'ai mon joli chèque et que l'État, parce que je fais partie d'une corporation protégée, l'État augmente mon petit chèque de 30% par an, mais qu'il y a 300% d'inflation, et va arriver un moment où je me dis, ça suffit pas. C'est la réalité à c'est la rattraper même réalité les fonctionnaires. Exactement. On a une question là. Monsieur, s'il vous plaît. C'était une remarque en fait, puisque vous avez parlé des institutions, et je trouve ça très intéressant. Et cette année, le prix Nobel a été donné à Acemoglu, Johnson et Robinson. Alors, une de leurs thèses, c'est pourquoi est-ce qu'on a telles institutions plutôt que d'autres? Une des raisons qu'ils avancent, c'est parce qu'au début de la colonisation, il y a des régions où il y a une telle mortalité pour les pionniers qu'ils ne préfèrent pas s'installer dans le pays. Ils envoient des gens qui capturent des esclaves et des siècles plus tard, ça donne les pires institutions du monde. Dans d'autres pays, là on va penser aux États-Unis, au Hong Kong, on vit très bien, donc on s'installe et là on met des institutions plutôt sympas. Donc j'ai regardé, l'Argentine, ils sont au milieu. Ils ont un taux de mortalité qui est plutôt moyen, ils ont des institutions qui sont moyennes. C'est clairement pas les États-Unis, mais ni Hong Kong, mais c'est pas non plus le Nigeria ou le Mali par exemple. Voilà, je sais pas si vous avez envie de faire un commentaire, mais ça colle plutôt bien, on va dire, leur modèle dans le cas de l'Argentine. Je pense aussi qu'il serait intéressant plutôt de regarder l'Argentine par rapport à ses voisins.
Et donc l'Uruguay, par exemple, a été beaucoup plus stable depuis le début. C'était une province de l'Argentine qui s'est échappée, mais c'était juste une province. Mais il y a quand même... L'Argentine, c'est quand même un cas assez exceptionnel. C'est Simon Kuznets, je retourne toujours vers Nathalie, qui avait dit en 1980 et quelques qu'il y a 4 pays dans le monde, les pays riches, les pays pauvres, le Japon et l'Argentine. Quelque chose comme ça. Et donc je pense qu'effectivement au sein de cette thèse, l'Argentine c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que même en Amérique latine, on parle des Allemands en Europe qui sont très réglo, mais même en Amérique latine, les Argentins par rapport aux autres, à tous leurs voisins, n'ont aucun respect pour les règles. Bon, c'est peut-être aussi que le Chili a été colonisé par plus d'Allemands et l'Argentine par des Italiens, c'est peut-être un peu ça, sérieusement, hein. Mais l'Argentine a vraiment un problème d'anomie institutionnelle. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, moi je ne suis pas du tout économiste, mais c'est une question qui s'adresse aux économistes. Moi j'ai le souvenir, en période d'hyperinflation, je connaissais le groupe Carrefour, que j'avais comme client. Et à l'époque, il y avait un savoir-faire de la grande distribution française qui s'était un peu exporté à travers le monde. Ils avaient des intérêts, évidemment, ils avaient des filiales au Brésil et en Argentine. Et en période d'hyperinflation, ça marchait très très bien. Ils avaient des dividendes tout à fait conséquents. Et comme je ne suis pas économiste, je n'avais pas à me poser la question, mais je me pose encore la question, comment ça se fait? Je veux dire, comment nous on pouvait vivre sur l'hyperinflation d'Argentine? Alors, 2 choses. Premièrement, les grands groupes, surtout avec la technologie moderne, peuvent changer les prix beaucoup plus rapidement. Ouais. Il y avait un jeu, alors avant vraiment l'informatique, dans les années 80, au Brésil, il fallait arriver à la caisse avant que l'employé de supermarché change le prix avec une nouvelle étiquette et changeait parfois même le prix, parce que les prix augmentaient toutes les demi-heures en gros. Et il y avait donc un employé qui passait avec des petits autocollants pour changer les prix même quand ils étaient encore dans le caddie. Et donc je pense qu'avec la technologie, il est possible de changer les prix assez rapidement. Deuxième chose, les gens doivent quand même manger. Donc sous l'inflation, il va y avoir moins d'investissement, mais je pense aussi que les dépenses vont passer d'un secteur à l'autre. Et donc les gens vont quand même continuer à dépenser pour la nourriture. Ça nous rapporte. Voilà. Et puis je crois qu'à l'époque, le Bernard Vaillant, quand il était PDG de Carrefour, avait un système d'organisation assez compliqué. Enfin, il achetait des tourteaux de soja en Amérique du Sud pour les filières qualité Carrefour en France, etc. Enfin bref, donc il y avait beaucoup de troc finalement. Oui, je pense qu'ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, ça dépend en fait comment ils arrivent à faire tourner la trésorerie et éviter et dépenser tout de suite pour éviter en fait de faire face, de prendre de plein fouet l'inflation. Mais du troc, il y en avait partout, parce qu'au Brésil aussi, le café. Oui. Ils n'avaient pas de devise. Alors on a 2 questions là. Peut-être une petite remarque par rapport au fait qu'on n'a jamais rien de positif sur Milei ou sur Trump ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi ce que je comprends c'est que comme en Europe on a un système qui est proche de la social-démocratie, c'est plus proche des démocrates en général, donc il ne faut jamais espérer avoir quelque chose de positif sur les républicains, sur un candidat ou sur quoi que ce soit, dans ce sens-là, parce que c'est pas dans... C'est plus tout à fait vrai. Oui. Figaro est très positif, alors que Figaro, on n'est pas à l'extrême droite, ils sont très positifs, on peut dire que c'est du centre-droit. Il y a le JDD, toute la sphère Bolloré qui aujourd'hui possède quand même un grand nombre de médias, est très favorable à Milei et même à Trump. Moi j'ai lu des articles dans le JDD il y a 2 semaines où ils expliquaient que même les démocrates américains n'en pouvaient plus du wokisme et qu'il y en avait qui avaient voté Trump pour cette raison. En fait, les médias français, évidemment, si on ne sort pas de France 2 et de France Inter, on n'entend que ça, mais il y a quand même beaucoup de médias français et je pense si aujourd'hui CNews, Europe 1, etc. sont les chaînes les plus écoutées et les plus regardées, c'est que le monde se trompe. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de... Même le kidam dans la rue, il a envie de pluralisme. Il a envie que Nathalie puisse passer sur France Culture. Effectivement, je pense que ça change un petit peu parce qu'on me demande souvent comment le Trump est perçu en Europe. Et je pense qu'effectivement, ce que Javier Milei appelle la casta, la classe politique en France, je pense que Trump et Milei sont des cinglés. Mais il y a quand même comment on appelle ça en France, l'identitarisme, qui est un peu positif vis-à-vis de Trump. On m'a demandé il y a 2 semaines de faire une interview pour Valeurs Actuelles.
Et ma première version a été rejetée parce que j'étais soi-disant trop cassant sur Trump. Alors j'étais en train de démolir sa politique étrangère commerciale. Et il a fallu que je mette un peu d'eau dans mon vin. Donc je pense effectivement, les médias classiques, le monde, il n'y a rien à en tirer. Ils ne sont pas prêts. Mais il y a un peu ce côté, je dirais, Orban, Le Pen, si on peut, Mélanie, si on peut mettre ça dans le même sac, qui est un peu fasciné en même temps par Trump. Mais c'est quand même, et puis c'est le gros problème, où est le centre en France? Où sont les libéraux qui disent effectivement Trump peut couper les dépenses de l'État, mais sa politique douanière va être un désastre. Je peux faire la transition par rapport même, ça tombe très bien. Est-ce qu'on peut, moi personnellement, justement c'est la raison pour laquelle je suis venu entendre tout ce qui se dit sur l'Argentine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à un nouveau paradigme politique qui démarre en Argentine, émerge aussi aux États-Unis avec Elon Musk, toute cette mouvance un peu anarcho-capitaliste qui prône une diminution de l'État? Est-ce qu'on pourrait voir, si ça fonctionne, une déferlante pour faire apparaître un nouveau paradigme politique en Europe aussi, dans le sens où on en a un peu marre de même schéma qui se répète depuis 40-50 ans. Encore une fois, je crois que les choses vont trop bien, mais il a fallu quand même une énorme crise économique en Angleterre dans les années 70 pour que Thatcher puisse arriver. Il a fallu Watergate et l'inflation sous Carter pour que Reagan puisse arriver. Et je pense que l'attitude aux États-Unis, c'est oui, l'Argentine, oui, mais c'était le péronisme, alors qu'aux États-Unis, on n'a que 36% du poids de l'État. D'ailleurs, j'étais très très heureux. Alors j'étais comme un petit enfant quand j'ai entendu parler de ce fameux Doge d'Elon Musk. Et puis en fait, petit à petit, ils ne vont pas toucher à 70% des dépenses de l'État parce que Trump a déjà dit qu'on ne touchait pas aux retraites et qu'on ne touchait pas aux assurances médicales pour les retraités. Et puis on ne va pas toucher à ci, puis on va pas toucher à ça. Bon, ils vont couper un petit peu, moins de 10%, moins de 5%, je pense. Je ne pense pas que l'amitié entre Trump et Musk va durer longtemps. Effectivement, aussi. Les amitiés de Trump durent aussi longtemps que les premiers ministres français, à peu près. Est-ce que vous pouvez développer quand vous dites que ça va trop bien en Europe? Oui. Comment on peut expliquer ça? Quand on pense, alors de quoi se servent les économistes? L'index de la misère, l'inflation plus le chômage par exemple. Oui. On en est même en Europe, 2-3% d'inflation en général, à peu près. Le chômage en France est toujours autour de quoi? 7%, mais c'est un choix politique. 7% de chômage, donc 7% c'est rien. Les Français on râle toujours, on en a toujours un peu marre, mais les choses vont bien. Et il y a une explication à ça? Pourquoi les choses vont bien? On contient si bien, malgré ces... Parce qu'on prend 60% d'impôts. Je crois que c'est... c'est le problème, c'est la dette. Oui, mais qui paye les impôts? C'est une minorité qui paye les impôts pour la majorité. Donc la minorité peut pas... qu'il y a une redistribution qui est considérable, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont gagnants quand même. Bien sûr. Alors, gagnants à court terme. En réalité, ils sont gagnants d'une certaine façon. Oui, mais justement, c'est la dette. C'est pas durable. Parce qu'on voit la dette française est à 120 et quelques points de PIB. Oui, à peine, 118. 118, tu vois. Ça y est, Moody's a été méchant. Et donc je pense que justement le problème c'est que c'est comme l'Argentine, sauf que les choses vont encore bien. Et je pense que d'ici une trentaine, même pas une trentaine d'années, d'ici une vingtaine d'années, on pourrait effectivement avoir une crise. Mais justement, il n'y a pas encore de crise. Le Français regarde. Bien sûr, on paie beaucoup d'impôts, mais la vie est belle. Tout va bien. Mais il arrivera un jour, je pense, où personne ne voudra prêter à la France. C'est ça, il y a plein de gens qui finalement, il y a tous les reversements. J'ai une question là depuis assez longtemps. Ah oui, alors au vu de ce que vous venez de dire, il est force de constater qu'il y a un souvenir, même en Argentine, assez relatif sur les dictatures. Oui. Donc il y a des bons et des mauvais dictateurs, c'est intéressant, mais est-ce que tous les dictateurs peuvent être mis dans le panier en termes d'économie, ou est-ce qu'il y a des bilans différents entre les dictateurs? Je me rappelle justement qu'un des arguments qui avait été revendiqué contre Milei, c'était qu'il défendait un petit peu le bilan de Videla en Argentine. Oui, alors effectivement, d'un point de vue politique, je pense qu'on peut mettre tous les dictateurs dans le même sac. Et par contre, d'un point de vue économique, effectivement, il y a des dictateurs qui sont plus orientés vers le Léviathan et d'autres moins. L'exemple qui saute aux yeux, c'est l'exemple de Pinochet au Chili. Donc Pinochet,
Pinochet au Chili a fait des choses horribles d'un point de vue politique, mais il a quand même invité les Chicago Boys à venir, il a créé le miracle chilien, il a causé la réforme des retraites, il a poussé le Chili du troisième quart des pays les moins libres économiquement au premier. Donc c'était un dictateur épouvantable d'un point de vue politique, mais au point de vue économique, il n'était pas dirigiste. Et donc, effectivement, on peut dire que la dernière dictature de Videla, qui a duré quoi, de 76 à 85, je crois, de 76 à 83, a rétabli l'ordre en Argentine qui était au bord de la guerre civile avec les communistes. Et de ce point de vue-là, a rétabli de l'ordre, ce qui veut dire un peu moins d'anarchie. De là à aller défendre la dictature Videla, je pense pas. Mais effectivement, parmi les dictateurs, et on l'a vu, certains coups d'État en Argentine avaient pour but de virer un président inepte et d'organiser des élections. Et d'autres voulaient installer ce qu'ils appellent l'autoritarisme bureaucratique. J'arrive même pas à le prononcer en espagnol, donc je vais avoir du mal en français aussi. Et donc essayer même de jouer le jeu de l'organisation. Donc effectivement, il y a des dictatures, entre guillemets, n'écoute pas trop près, moins pires que d'autres. On a le droit de dire moins pire en français? Ah, moins pire, si, on a tous les droits quand on fait une belle phrase. Cela dit, ça contredit ce que tu as dit sur le fait que la liberté économique allait de pair avec la liberté politique. Oui, la démocratie et... Oui, mais il y a des degrés. Oui, quand même, Pinochet, c'est quand même un dictateur. C'est un dictateur, donc disons que... Le secteur économique de la presse n'allait pas bien. Le secteur économique... Non, on peut dire par exemple qu'au Chili, la démocratie aurait été meilleure, mais il aurait pu avoir un dictateur qui avait apporté moins de liberté économique. Bon, est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce que la liberté économique peut durer longtemps sous une dictature? En plus, c'est une liberté économique qui effectivement est secteur par secteur pour le coup, parce que si la presse ou si je sais pas quoi, le cinéma ne peut pas fonctionner librement, c'est quand même... Si on regarde Singapour depuis 1950, c'est pas vraiment une dictature, mais il n'y a pas de liberté politique. Il n'y en a aucune. Non, mais c'est un succès économique fabuleux. Il y a aucune rétorsion quand un régime est vraiment dictatorial. Donc les deux vont de pair, mais justement, je suis en train un peu de creuser ce sujet, j'ai pas de réponse immédiate. C'est une vraie question, parce que par exemple, on cite toujours Singapour comme une grande réussite éducative. Moi, on me le rendit toujours comme exemple de, vous voyez bien qu'il faut centraliser. Parce qu'à Singapour, tout est centralisé, les programmes sont décidés par l'État, tout le monde a le même manuel, etc. Et je n'ai pas d'argument contre ça, puisque c'est vrai que si tu regardes les classements internationaux, c'est toujours les meilleurs, avec les Japonais, ça marche parfois. Ça a alors deux choses. Premièrement, c'est petit, ça. Oui, justement, et la population de Singapour, ça doit être quoi, 5 millions peut-être? Oui, je sais pas. Mais la Suisse, c'est 9 millions, c'est pas si petit. Oui, c'est minuscule. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faudrait savoir, disons que la centralisation de Singapour marche mieux que la centralisation française. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On en retourne à Bastia. Est-ce qu'un pays aussi riche que Singapour, avec une cohésion sociale aussi grande, pourrait être encore plus efficace s'il n'avait pas la centralisation économique? Et non, c'est dire, cet interventionnisme fonctionne mieux que cet autre interventionnisme. Après, c'est vrai que centraliser avec 5 millions, c'est pas centraliser avec 100 millions.